Trois quotidiens ce matin, trois unes et une seule image, la France qui brûle. Le Parisien barre sa première page de 4 mots en capitale, la France en feu. La Gironde, les Landes, le Var. Libération choisit une citation et c'est un souffle, une vision d'apocalypse. En photo, une vue de Lacanau prise vendredi, un homme seul dans l'eau et derrière lui un mur de fumée. Le Figaro, lui, titre sur la réponse de l'État, mobilisation nationale contre les incendies géants. Les chiffres d'abord parce qu'ils donnent le vertige. 2 jours, 2 incendies, plus de 16 600 hectares partis en fumée, écrit le Parisien, 140 000 personnes évacuées, dont 110 000 pour la seule Gironde et 30 000 dans les Landes. Le feu de Somos a parcouru 14 000 hectares, détruit 53 maisons et un camping. Celui de Biscarrosse, 2 600 hectares et plus de 120 bâtiments. La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a trouvé la formule qui fait le tour des rédactions. Les deux ogres de l'été. Un brasier, dit-elle, XXL, imprévisible et vorace. Depuis le 1er janvier, 50 000 hectares ont brûlé en France. 32 feux étaient encore en cours vendredi. Quasiment x3 par rapport à l'an dernier, a reconnu le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez aux 20h de TF1. La France a dû activer le mécanisme européen de protection civile. Un Canadair croate, 4 air tractors portugais et suédois, 2 hélicoptères bombardiers d'eau tchèques et slovaques. Cellule interministérielle de crise à Matignon, moyens militaires réquisitionnés, aéroport de Bordeaux fermé. Et puis il y a les angles, parce que c'est là que les journaux se séparent. Libération publie l'éditorial le plus frontal. Il est signé Paul Quignot, il s'intitule « Nouvelles normes » et il attaque un mot, hors norme. L'expression est tellement juste et en même temps tellement fausse. Ces feux, écrit-il, sont parfaitement en ligne avec ce que tous les experts avaient prévu. Et la chute est sans appel. Les incendies que nous subissons là ne sont donc pas hors, mais dans la norme. Et c'est terrifiant. En page intérieure, Libération donne la parole à Julien Ruffo, chercheur à l'INRAE, sous un titre qui glace. Ces conditions extrêmes ne sont rien par rapport à ce qui nous attend. Il explique que la doctrine française, attaquer le feu naissant avant qu'il ne dépasse l'hectare, semble avoir atteint ses limites. Et il avance une projection. Dans le sud-ouest, à l'horizon 2050, 226 jours de risque par an contre 176 aujourd'hui. Le Parisien, lui, joue la carte du terrain et de l'émotion. Reportage à Biscarrosse, à Lèche-Cap-Ferré, à la gare Montparnasse où des vacanciers renoncent à partir. Et un éditorial de Nicolas Bérode qui reprend la phrase de Jacques Chirac « Notre maison brûle ». Sa question « Mais regardons-nous vraiment la réalité en face ?» Le gouvernement assure que oui, nombre d'experts en doutent. Le Figaro adopte un angle plus opérationnel et plus économique. Comment redéployer les pompiers du Var vers le sud-ouest? Pourquoi la Gironde est-elle si inflammable? Comment Madrid s'organise face à ses propres incendies? Et, signature du titre, comment les assureurs suivent la situation de près? Le journal publie aussi son sondage maison. À la question « La France est-elle suffisamment équipée en moyens aériens ?» 87% de non sur 140 000 votants. Deuxième angle commun, et il est humain, les pompiers. Le Parisien titre sur des soldats du feu vraiment épuisés. 3 d'entre eux sont morts en intervention depuis le début du mois de juillet. Un syndicaliste résume, brutal, on a le nez dans le mur et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Libération, de son côté, consacre une page aux sautes de feu, ces braises projetées à des centaines de mètres, cauchemar incandescent des équipes au sol. Et puis il y a l'après. Le Parisien ouvre un sujet que les autres n'ont pas, la santé mentale des évacués. Après les méga-feux de 2022, 24% des habitants de Gironde interrogés présentaient des signes de stress post-traumatique. Le journal rappelle que les enfants sont systématiquement sous-estimés dans ces bilans. Autre bilan, autre été meurtrier, les noyades. Le Parisien et le Figaro traitent tous les deux le rapport de Santé publique France publié vendredi. 925 noyades depuis le 1er mai, dont 274 mortelles. C'est plus que l'an dernier. 87% des victimes décédées sont des adultes. Et cette donnée qui surprend, une personne noyée sur 3 seulement l'a été en mer.
On tourne la page, politique. Le Figaro consacre 2 pages à Jean-Luc Mélenchon sous un titre sans ambiguïté, La radicalité et l'outrance pour seul chemin vers 2027. Le quotidien y voit un candidat conforté par les sondages, mais isolé à gauche, où ses camarades socialistes et écologistes tentent de le marginaliser. Le journal enchaîne avec une enquête sur l'interruption du concert de la DJ Barbara Butch à Grenoble, sous le titre Quand le militantisme pro-palestinien fait la chasse aux artistes juifs. Le Parisien traite le même épisode, mais côté coulisses insoumises. LFI peine à sortir de la polémique Barbara Butch. On y apprend que Mathilde Panot a concédé que le tract distribué à Grenoble était mauvais et qu'en réunion de groupe, selon plusieurs participants, ça a gueulé. Libération, lui, regarde ailleurs. 2 sujets. D'abord le Rassemblement national. Marine Le Pen impose sa ligne sur les retraites. Le sujet qui divisait le parti depuis 2 ans a été arbitré lors d'un séminaire. 40 ou 42 annuités et surtout, plus question d'introduire une dose de capitalisation obligatoire comme l'envisageaient les proches de Jordan Bardella. Coût du projet selon l'Institut Montaigne, entre 23 et 38 milliards d'euros. Ensuite, une longue interview d'Aurore Berger sur son plan contre les LGBT-phobies. Sa proposition, il faut déjudiciariser les changements de genre à l'état civil. La ministre annonce un label national pour les centres d'accueil et des financements supplémentaires via les agences régionales de santé. Volet social et économique maintenant, et là, 2 journaux que tout oppose traitent le même dossier. Libération titre « Soins dentaires, transport, de nouveaux transferts de la Sécu vers les mutuelles ». Le Figaro, dans ses pages économie, les mutuelles vont debout contre les mesures d'économie du gouvernement. Les faits sont les mêmes. À compter de 2027, l'assurance maladie baisse ses remboursements d'environ 1,4 milliard d'euros. Le taux de remboursement des consultations dentaires passe de 60 à 50%. Les médicaments à service médical rendus faibles tombent de 15 à 5%. Les transports sanitaires de 55 à 50. Et les franchises médicales sont doublées par décret, 750 millions d'euros d'économies supplémentaires. Libération cite l'économiste de la santé Brigitte Dormont. Pourquoi ne pas dérembourser complètement les médicaments considérés comme inefficaces? La vérité, c'est que les lobbies pharmaceutiques s'y opposent. Le Figaro, lui, donne la parole à la mutualité française, qui chiffre le transfert plutôt à 1,7 milliard et prévient « Une dépense de santé transférée ne disparaît pas. Elle continue d'être financée par les Français. » Le quotidien note aussi que pour certains observateurs, le gouvernement fait preuve d'un certain courage. Pour d'autres, il met le feu aux poudres avant même le débat budgétaire d'automne. Toujours à la rubrique économique, le Figaro publie une grande enquête européenne. Chine, compétitivité, intelligence artificielle. Pourquoi l'Europe est-elle si lente à réagir? Le constat, 2 ans après le rapport Draghi et ses 400 pages, à peine 30% des recommandations sont enclenchées. Les constructeurs chinois ont déjà capté 20% du marché européen en contournant les surtaxes par les hybrides rechargeables. Et l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta, interrogé par le journal, lâche la formule du jour. Si chacun reste seul dans son coin, nous serons tous mangés par les Chinois et les Américains. Dans les mêmes pages, Bruxelles se dit soulagée malgré les nouveaux droits de douane de Donald Trump. À Farnborough, le coup d'éclat d'Emirates embarrasse Boeing. Samsung met les bouchées doubles dans l'intelligence artificielle et les réseaux de froid urbains apparaissent comme un nouveau rempart contre la canicule. Côté tourisme, le même journal décrit une saison où l'imprévisibilité des vacanciers vire au casse-tête pour les professionnels. Un mot de technologie, parce que le sujet mérite mieux qu'un entrefilet. Le Parisien décortique la loi définitivement adoptée mardi, interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une première en Europe. Entrée en vigueur en septembre pour les nouveaux comptes, au 1er janvier 2027 pour les comptes existants. Le journal détaille les zones d'ombre. Quelle vérification d'âge? Quelle articulation avec le règlement européen sur les services numériques? Et dans le Figaro, la chronique de Mathieu Bock-Côté prend le contre-pied exact.
L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, un dispositif de contrôle social sans précédent. Il y voit une infrastructure de contrôle et de surveillance généralisée et la fin de l'anonymat en ligne. 2 journaux, 2 lectures. L'auditeur tranchera. Et puis, il y a le sujet qu'on aurait pu manquer. C'est dans les pages Champs libres du Figaro et c'est une enquête venue d'Allemagne. Femme aux yeux de la loi, mais en prison avec les hommes. Le récit du cas de Sven Liebich, militant néo-nazi qui a changé de sexe à l'état civil grâce à la récente loi allemande sur l'autodétermination de genre. Une démarche largement perçue outre-Rhin comme une tentative de provoquer et de ridiculiser l'État. La justice saxonne a finalement décidé qu'il purgerait sa peine dans un établissement pour hommes. Une histoire singulière qui en dit long sur les frottements entre le droit et ses usages détournés. Le Figaro consacre par ailleurs sa une, son éditorial et 2 pages, aux 10 ans de l'assassinat du père Jacques Hamel, égorgé le 26 juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray. L'éditorial d'Étienne de Montetti s'intitule « Un art de vivre et de croire ». Il écrit « Notre civilisation et le christianisme, avec ses richesses et ses beautés, en est partie intégrante et bel et bien fragile. » Le philosophe Rémi Brague signe une tribune dans les mêmes pages. Culture pour finir, et un vol qui ressemble à une plaie. Le Figaro l'annonce. Le torque de la princesse de Vix a été dérobé vendredi après-midi, en plein jour, au musée du Pays Châtillonnais à Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or. 480 grammes d'or, façonnés en une seule pièce, plus de 2500 ans d'âge. Un trésor celte découvert en 1953, l'une des pièces maîtresses du patrimoine français. Le musée avait déjà été visé 2 fois. La ministre de la Culture présentera lundi un plan de sécurisation des espaces muséaux. Les spécialistes parlent d'un drame patrimonial. Toujours dans le Figaro, les vitraux contemporains de Claire Tabouret pour Notre-Dame seront achevés en octobre pour une inauguration en décembre. 120 mètres carrés, 6 chapelles et une pétition de 300 000 signatures qui n'a pas arrêté le chantier. Libération ouvre ses pages culture sur le festival Normandie impressionniste, Fleurs sur les villes, des nymphéas en Lego aux sculptures sonores, et livre, dans sa série d'été, un savoureux Sarkozy contre Villepin, politique friction, plus une enquête sur la bataille d'héritage autour d'Aretha Franklin. Le Parisien, lui, nous emmène à Civray, dans la Vienne, où 15 000 personnes ont déboulé déguisées pour la journée Déraille du festival Au fil du son, et nous annonce le retour d'Astro Boy en série animée française produite à Clichy, 26 épisodes, 11 millions d'euros de budget. Et le sport, évidemment. Pogačar s'est imposé à l'Alpe d'Huez et y a explosé le record d'ascension. Le jeune Français Seissas s'accroche à son rêve de podium. Le Parisien parle du pari raté de Martinez. Demain, la grande boucle s'achève sur la butte Montmartre. La rue Le Pic, c'est 25 fûts de bière commandés d'avance et 180 000 spectateurs attendus. Voilà pour la presse de ce samedi 25 juillet. Prenez soin de vous, pensez à ceux qui, ce matin, sont loin de chez eux, et très belle journée à toutes et à tous.